spirituellement parlant, déjà le fait de brandir des rameaux tels que nous le faisons aujourd'hui, les rameaux aussi signifient, ce n'est pas un porte-bonheur, mais c'est comme l'arbre de vie, si bien que donc les rameaux, les fidèles, il est recommandé de les garder chez eux, et puis les retourneront, les ramèneront le jour, un peu avant le mercredi des cendres, où ces rameaux seront brûlés pour dire la vie qui entre-temps s'est détériorée et devient de la cendre, et puis nous sommes invités à renaître des cendres. Et donc cette fête est importante pour nous, surtout grande portée spirituelle, parce que ça nous entraîne dans la renaissance. La renaissance, nous mourrons et nous allons ressusciter avec le Christ. Et comme je l'ai dit, c'est l'inauguration de la semaine sainte, semaine où nous avons ce qu'on appelle le tridium pascal, jeudi, vendredi et samedi, où le Christ, déjà le jeudi, va anticiper le sacrifice sanglant de la croix du vendredi, et il va instituer l'Eucharistie et le sacerdoce, et il s'offre en nourriture pour que nous ayons la vie, et il offre son sang pour que nous soyons sauvés et pardonnés, le sang pour la rémission des péchés. Et le vendredi saint, donc dans ce tridium-là, il va physiquement maintenant rendre l'âme pour que nous puissions vraiment trouver la vie en lui. Il va faire mourir sur la croix tous nos péchés. Et la nuit du samedi saint, la nuit de Pâques, voilà, il va sortir comme victorieux du tombeau, victorieux de la mort, il nous entraîne. Donc c'est important, comme on le dit, il y a un adage qui dit la fin est dans le début. Et donc le rameau, la fête des rameaux spirituellement est le début de la résurrection, c'est-à-dire qui nous conduit à la résurrection à Pâques. Donc la semaine sainte qui finit avec la nuit le jour de Pâques, le jour de la résurrection. Donc le début, la fin étant dans le début, nous disons que la fête des rameaux est importante spirituellement, et tous les fidèles sont invités à vivre cette dernière semaine du temps de carême comme le sommet de tous les efforts, et vraiment vivre dans une profonde communion avec le Seigneur afin de pouvoir porter beaucoup de fruits, car n'oubliez pas, Jésus a dit, celui qui vit dans une grande communion avec moi, qui demeure en moi et en qui moi je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. L'appel, c'est de ne pas prendre cette semaine, déjà le début de cette semaine sainte, la fête des rameaux, comme un temps de défoulement, un temps d'amusement, voilà, non, mais un temps de grande intériorité qui nous conduit dans le grand silence du vendredi saint, et qui nous permet vraiment de laisser le Christ nous visiter à fond et en profondeur, et de nous laisser aussi voilà, renaître avec lui, ressusciter avec lui. Alors je voudrais que cette semaine sainte, on dit ça casse ou ça passe, donc que ce soit pour les chrétiens une semaine où on montre la bonne volonté, même si en fin de compte on n'a pas la force de tenir, mais on montre la bonne volonté, la sincérité quant aux démarches spirituelles attendues de tout chrétien pendant le temps du carême qui prend fin cette dernière semaine. Et ces efforts surtout ont été formulés en 3 piliers: le jeûne, la prière et le partage. Voilà, donc que ces 3 piliers forts puissent pendant cette dernière semaine trouver un écho très favorable dans la vie de chaque chrétien, de chaque chrétienne. Voilà l'appel que je lance. Et ainsi, véritablement, la joie de Pâques sera au comble dans tous les cœurs. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Les rameaux, c'est la valeur qu'on a donnée à Christ durant son passage. C'était une manière de lui montrer qu'il est roi, de le célébrer, de lui donner la valeur, de lui dire qu'il est Dieu, de lui dire merci pour tout ce qu'il faisait depuis jusqu'à ce moment-là. Parce qu'il sauvait des gens, il guérissait des malades, il ressuscitait les morts. Donc lorsqu'il est rentré, tout le monde a reconnu sa seigneurie. Ils ont reconnu qu'il est vraiment un Dieu, qu'il est vraiment différent de tous ceux qu'on avait déjà connus, du passé jusqu'à ce moment-là. Donc le rameau, ce n'est pas quelque chose de religion, mais c'est un principe de célébration. C'est donner un sens, c'est montrer que
Il y a un sauveur qui est venu dans le monde, qui est venu dans la vie pour sauver le chrétien, pour sauver l'homme de son péché, pour le libérer de la captivité. Ce dimanche a annoncé, comme dans le temps, l'entrée en Jérusalem de Jésus-Christ, a annoncé sa mort. Nous voyons que lorsqu'il est rentré, c'est en ce moment que la haine s'est amplifiée contre lui. Le complot de le tuer s'est amplifié. C'est en ce moment que les rois d'alors se sont regroupés pour dire, mais il est temps qu'on se soulève contre ce dernier. Donc, ça annonce sa mort, ça annonce sa résurrection, ça annonce ce qu'il était parti faire pour l'humanité sur la croix. Et ça annonce le prix qu'il était parti payer en faveur de toute l'humanité sur la croix. Ça annonce que quelque chose s'est passé dans l'histoire de l'humanité, qui est que quelqu'un a aimé le monde. Quelqu'un est venu, quelqu'un s'est sacrifié, quelqu'un a laissé sa gloire, quelqu'un a payé un prix pour que l'homme, grand H, de façon générale, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa catégorie, est libre pour pouvoir être un instrument de Dieu. C'est le moment de reconnaître que quelqu'un a payé un prix pour eux. C'est le moment de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Jésus n'est pas un chef religieux, il est Dieu. Il a aimé le monde et il a décidé de rentrer dans la chair humaine pour venir se sacrifier pour toute l'humanité. Donc c'est le moment de prendre conscience que nous avons un Dieu, nous avons un Père qui nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer et nous avons l'obligation de lui donner notre vie pour que, une fois que nous lui donnons notre vie, nous ne puissions plus être sous le joug des systèmes du diable, mais transférer et devenir proie, instrument, temple vivant du Saint-Esprit pour la gloire du nom de l'Éternel. Merci beaucoup, Révérend Pasteur. Je vous en prie, monsieur le journaliste, que Dieu vous bénisse. Pour son premier rendez-vous depuis sa victoire en Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens en ont profité pour présenter leur trophée au stade de la Nicole d'Amiens. La Côte d'Ivoire a concédé le nul face au Bénin mardi 23 mars 2024 en match amical. Les hommes des Mesfaye ont dominé 16 tirs à 5, mais ils n'ont jamais trouvé la solution pour prendre les devants. Ils en ont été empêchés par les Béninois vaillants, les premiers à se montrer entreprenants par Junior Olaitan qui ouvrait le score en début de rencontre. Olaitan Junior pour le premier corner béninois. Attention, et qui va finir sa course dans la perche de Yaya Fofana, le Bénin. Un corner de Olaitan Junior et qui surprend toute la défense ivoirienne. Le premier but après 8 minutes, Romeo Koulibaly. Mas Alain Gradel a ensuite remis les deux équipes à égalité, inscrivant son 18e but en sélection sur coup franc. Frappé par le capitaine Max Alain Gradel. Max Alain Gradel, la lucarne est ouverte. Et c'est but du capitaine Max Alain Gradel. J'avais vu la lucarne, mais non, il va tromper la vigilance de Saturnin à la baie. Et c'était but du capitaine Max Alain Gradel. Au retour des vestiaires, un contre-éclair lancé par Douko Dodo a permis à Olaitan de redonner l'avantage aux siens, trompant Yaya Fofana après avoir mystifié Jean-Michel. Série d'un crochet dévastateur. Gradel, Siri réclame la balle pour l'adversaire. Attention à ce ballon, cette contre-attaque avec Olaitan, le crochet, le doublé de Olaitan Junior. Regardez comment il vole la politesse, bien sûr, aux défenseurs ivoiriens. Et il marque tranquillement lorsque Yaya Fofana venait pour faire obstacle. Le deuxième but est doublé, signé Olaitan Junior. Prêt à tout pour égaliser, Faye a impulsé de nombreux changements tactiques et les Ivoiriens sont revenus au score à 20 minutes du terme grâce à Ouma Diakité sur corner. Et le corner entrant de Boga Jérémy et la tête, l'égalisation. Ouma Diakité
Quitté Ouma, le Gourougou national, à peine entré en cette seconde période, celui qui vient pour mettre les pendules à l'heure au stade de la Licorne. Damien en France, Roméo Koulibaly, 2 buts partout. La Côte d'Ivoire retrouvera Uruguay et le Bénin défiera le Sénégal mardi en match amicaux. C'est tellement 2 ans qu'ils sont passés d'écureuil au guépard. Et le passage de flambeau. Franc succès pour les 13e Jeux africains qui viennent de s'achever à Accra au Ghana. Quelques 5000 athlètes venus de tout le continent se sont rencontrés dans 29 disciplines. Athlètes comme dirigeants sont très satisfaits. Bravo aux organisateurs et pour ce travail qui a été fait. Maintenant, sur le plan des résultats, là aussi on peut parler de confirmation, on peut parler de révélation. Sur le plan sportif, l'Égypte domine les Jeux avec 189 médailles au total, 101 en or. Deuxième, le Nigeria, 120 médailles et suivi de l'Afrique du Sud, 106 médailles au total. Les athlètes ont bénéficié de très bonnes conditions de compétition avec des aires de jeu de qualité. Nous avons adopté ce que nous avons appelé le modèle hybride pour la construction de nouvelles installations et la modernisation des anciennes. À Boteman, nous avons construit l'un des meilleurs centres aquatiques d'Afrique. Les spectateurs et autres amoureux du sport se sont bien régalés. Ils ont eu droit à des grands moments de sport de haut niveau. C'est formidable de voir différents sports, différentes nationalités, différentes personnes visiter le pays dans un environnement si dynamique. Ces Jeux africains vont laisser des souvenirs mémorables pour tous les participants et les spectateurs. Noël Tadegnon à Accra pour Africa News. Près de 300 enfants nigérians enlevés ont été libérés, ont annoncé les autorités dimanche, marquant une lueur d'espoir dans une situation qui a plongé le pays dans l'angoisse pendant plus de 2 semaines. Les responsables locaux ont confirmé que ces enfants enlevés dans l'état de Kaduna, situé dans le nord-ouest du pays, ont été retrouvés sains et saufs après avoir été emmenés de force dans les forêts. Le gouverneur de l'état de Kaduna, qui s'est réjoui de la nouvelle, n'a pas fourni de détails sur le processus de libération des enfants, mais il a exprimé sa gratitude envers le président Bola Tinubu pour son engagement à assurer leur retour. Si les habitants locaux pointent du doigt des groupes de bandits actifs dans la région, l'identité des ravisseurs reste inconnue. Depuis 2014, au moins 1400 élèves ont été pris en otage pour des rançons dans des écoles nigérianes, un phénomène devenu courant dans certaines régions, notamment depuis le tristement célèbre enlèvement dans l'état de Borno par les militants de Boko Haram. Les Sénégalais doivent remplir leur devoir de citoyens ce dimanche, élire le prochain président de la République. Devant les bureaux de vote de Ndiaganiao, bastion du candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye, le message est clair, les Sénégalais veulent la paix. Je veux la paix, que tout le monde fasse la paix pour que nous puissions voter en toute tranquillité. Ce pays est le nôtre et la victoire est celle du Sénégal. Je veux que l'élection se passe bien et sans problème. J'espère que le vainqueur de cette élection travaillera sérieusement pour notre pays et pour Ndiaganiao. C'est ce que je veux. Ce scrutin est très attendu dans le pays et aussi dans la sous-région puisqu'il a été marqué par des mois d'agitation et de nombreuses incertitudes. D'après les analystes, aucun favori ne se distingue parmi les 19 candidats en lice, dont une femme. Ils ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Les premières tendances ont suffi à ces partisans de Bassirou Diomaye Faye pour célébrer la victoire de l'opposant sénégalais à la présidentielle de dimanche. Ils étaient plusieurs centaines de milliers à jubiler dans les rues de Dakar, comme ici au siège de la coalition Diomaye Président et partout dans le pays. Je vois que le Sénégal est encore un pays démocratique, un pays de droit. Et ce soir, ce n'est pas Diomaye qui a gagné, mais c'est tout le pays. C'est notre victoire, c'est votre victoire. Sous-New victoire. Énormément de plaisir, de satisfaction, mais aussi de reconnaissance
vis-à-vis du peuple sénégalais. Nous sommes satisfaits du travail abattu par toute la coalition Diomaye Président. Cette victoire, c'est la victoire du peuple sénégalais. Vraiment, le peuple a décidé aujourd'hui de prendre son destin en main. Les premières tendances donnent en tout cas une large avance à Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs autres candidats ont d'ailleurs déjà félicité l'opposant, mais pas celui du pouvoir Amadou Ba, dont les partisans agitent déjà l'hypothèse d'un second tour, ce que refusent d'entendre les soutiens de Bassirou Diomaye Faye, comme cette dame. En venant ici, c'est faire un appel à Amadou Ba pour qu'il appelle le président élu par le peuple sénégalais, dès le premier tour par une écrasante majorité, Bassirou Diomaye Faye, de l'appeler dans la grande tradition sénégalaise, dans la grande tradition républicaine, parce que c'est irréversible. Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République. Comme vous pouvez le constater, c'est la grande joie ici au quartier général de Diomaye Président. Le candidat Bassirou Diomaye Faye, dont les partisans ont convergé ici pour célébrer leur victoire. Ils n'ont même pas attendu que les résultats définitifs soient prononcés pour déclarer leur candidat vainqueur de cette présidentielle. Pour eux, les chiffres sortis des premières tendances sont incontestables. Impossible d'avoir un second tour dans cette présidentielle. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. La culture du bambou est en plein essor en Ouganda, portant avec elle une vague d'opportunités économiques prometteuses. Le gouvernement voit dans cette plante robuste un réel potentiel de croissance, soulignant aussi son utilité comme source de combustible. Taga Nouagaba est un agriculteur et homme d'affaires. Il a transformé le bambou en matière première pour son usine de meubles à Kampala. Comme vous le voyez, nous fabriquons des tables, des chaises et aussi des stylos, à partir de la plante de bambou que d'habitude nous n'utilisons pas. Nous avons également fabriqué des trophées, des sculptures et pas mal d'autres choses. Mais nous essayons de nous assurer que chaque meuble fabriqué à partir d'un matériau non durable soit remplacé par du bambou. Dans l'ouest du pays, une grande ferme comprend un lot de bambou de 7 hectares dont certaines plantes sont destinées à la vente. Le garde forestier explique que la propriété est aussi un champ de démonstration pour ceux intéressés par le bambou. Les plantes de bambou sont généralement prêtes à être récoltées après 3 à 5 ans. Lorsque vous plantez du bambou à l'âge de 12 ans, vos enfants, vos petits-enfants et même vos arrière-petits-enfants tireront profit de cette plante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons arrêté de planter de l'eucalyptus et avons opté pour le bambou. Contrairement à l'eucalyptus, largement planté ici pour son bois, il n'y a pas de saison spécifique pour le bambou, il est donc de plus en plus réputé en Ouganda. Cependant, pour les professionnels, le marché doit s'élargir davantage. Nous avons besoin que les gens plantent du bambou afin d'établir un marché. Ainsi, il y aura de la demande et aussi suffisamment de matières premières pour l'exporter. Pour populariser la culture du bambou, le gouvernement ougandais s'est fixé un objectif, planter 300 000 hectares de bambou d'ici 2029. Depuis des décennies, Haïti lutte contre la violence des gangs, un fléau qui déchire les familles et estompe les espoirs de paix et de stabilité dans le pays. Pour la diaspora haïtienne dispersée à travers le monde, cette violence est devenue une triste réalité. Viviane est une Haïtienne de 36 ans, elle a fui son pays en 2019. Je suis née en 1987. Donc depuis mon enfance, je n'ai pas connu la paix. Je ne connais pas la normalité. Lorsque la génération précédente migrait, elle pensait uniquement à travailler et gagner de l'argent pour revenir en Haïti. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Fuir Haïti, c'est comme fuir la mort. Malgré son désir de rentrer chez elle, cette expatriée est désormais confrontée à une réalité brutale.
L'escalade de la violence en Haïti a anéanti ses espoirs de retour. Il n'y a plus de retour en arrière à cause des gangs. Je sais qu'il y a aussi des gens marginalisés qui ont souffert et ils se sont retournés contre nous. C'est comme s'ils souffraient et qu'ils s'en prenaient à leurs frères et sœurs et ce n'est plus acceptable. Comme Viviane, de nombreux Haïtiens à travers le monde sont confrontés à l'impuissance alors qu'ils tentent de joindre leurs proches restés au pays. Les aéroports fermés et les risques élevés rendent toute tentative de fuite impossible. Nous avons besoin de compréhension, nous avons besoin que les gens comprennent notre douleur. Ils n'ont pas à la partager, mais simplement comprendre. Les gens ne devraient pas nous voir comme une menace. Nous sommes des personnes qui fuient pour sauver nos vies. L'escalade de la violence en Haïti a des répercussions profondes sur la diaspora, avec des millions d'Haïtiens résidant au Brésil, au Chili, au Mexique et aux États-Unis. Alors que leurs espoirs de retour s'amenuisent, l'urgence d'une réponse internationale à la crise haïtienne devient cruciale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu dimanche avec le chef de la diplomatie égyptienne, Samer Choukri. Durant leur conférence de presse conjointe au Caire, Antonio Guterres a lancé un appel pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, déchirée par la guerre. En observant Gaza, il semble que les 4 cavaliers de la guerre, de la famine, de la conquête et de la mort galopent à travers elle. C'est pourquoi le moment est venu pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Dans l'esprit de compassion du Ramadan, j'appelle également à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. La souffrance doit prendre fin. Les Palestiniens de Gaza ont désespérément besoin de ce qui leur a été promis, de l'aide. Le secrétaire général a lui-même visité samedi la frontière égyptienne avec la bande de Gaza. Sur place, il a témoigné de l'aggravation alarmante de la situation humanitaire. Jusqu'à 2,2 milliards de personnes sont toujours privées d'accès à l'eau potable selon un récent rapport des Nations Unies. L'étude, publiée vendredi à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, souligne l'ampleur du défi pour garantir un accès universel à des ressources hydriques salubres. Je pense que la situation est vraiment difficile. Et selon cette étude, nous avons encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et d'un point de vue sanitaire, 3,5 milliards de personnes n'ont pas accès au traitement des eaux usées. Selon Lily Feng, directeur de la division des terres et des eaux de la FAO, le rapport souligne l'impact des tensions liées à l'eau sur différents secteurs de la société. Sans eau, il n'y a pas de vie, et sans eau, il n'y a pas de nourriture. Donc l'eau est au cœur. L'eau est la ressource naturelle indispensable au développement durable, à l'agriculture et à de nombreux secteurs économiques. Le Zimbabwe figure parmi les nations les plus durement frappées par la crise de l'eau, confrontée à une sécheresse prolongée depuis l'année dernière. La crainte d'une mauvaise récolte est d'autant plus réelle, avec plus de 2 millions d'individus menacés par la famine. Le Zimbabwe fait face à une sécheresse continue depuis l'année dernière, et cela fait certainement partie du système climatique mondial et de l'impact d'El Niño. En raison des fortes chaleurs dans le pays, il y a aussi des craintes concernant les récoltes, sachant que plus de 2 millions de personnes risquent d'être confrontées à la faim. Le rapport appelle également à une action concertée et à des investissements massifs dans des infrastructures visant à garantir l'accès à l'eau potable pour tous.